John McCarthy fut l'un des organisateurs de la conférence et signataire de ce programme, mais les résultats du groupe de travail se trouvaient bien loin de leurs ambitions, car s'ils ont permis quelques avancées dans ce qui deviendra plus tard les systèmes experts, ils n'en ont rien déterminé les étapes pour simuler l'intelligence. Voici la pensée de John Stone qu'il nous partage dans son livre Les clés du futur. Partant du principe que l'hypothèse d'une imitation parfaite de l'esprit humain par des machines est majoritaire chez les chercheurs en sciences cognitives et autres spécialistes de l'intelligence artificielle et que l'humanisme spiritualiste reposant sur le dualisme corps-esprit se trouve, lui, largement minoritaire. Le raisonnement est le suivant. Certes, nous sommes très loin de comprendre le cerveau humain et surtout la façon dont celui-ci peut donner naissance à la conscience, ce sentiment que nous avons tous d'exister et de vouloir continuer à le faire, mais en théorie, il ne doit rien y avoir de mystérieux ni de magique dans ce sentiment d'exister qu'on appelle la conscience. Il s'est lentement forgé au cours des millions d'années d'évolution, comme nous le montre la capacité qu'a un grand singe de se reconnaître dans la glace, alors que ce n'est pas le cas du chien. Un jour, grâce à une étude suffisamment poussée du cerveau, nous arriverons à comprendre le fonctionnement de la conscience et nous pourrons alors fabriquer une machine susceptible d'arriver au même niveau de conscience et donc d'évolution que l'espèce humaine. Croire le contraire au nom d'une prétendue spécificité humaine serait une position réactionnaire inspirée par des croyances religieuses et anti-progrès qui ont toujours connu des défaites sur le plan scientifique et sociétal durant les siècles précédents. S'il est possible de réaliser une machine qui soit en tout point équivalent à un être humain, les conséquences sont alors stupéfiantes et terrifiantes. Source. Jean Stone, Les clés du futur, Plomb 2015, avec une préface de Jacques Attali, page 47. L'idée d'une intelligence égale ou dépassant l'homme n'est qu'une fantaisie, car c'est basé seulement sur des espoirs qui ne pourront pas voir le jour. L'homme ne peut se prendre pour Dieu. En 1957, Frank Rosenblatt a inventé un algorithme d'apprentissage appelé le perceptron, qui prétendait simuler au plus près les fonctions d'un neurone. Cette invention a déclenché un fort intérêt autour des réseaux de neurones, Neural Networks, qui sont encore l'une des bases de l'apprentissage des machines, le Machine Learning, ML. Le but principal de Perceptron était de classifier des images, mais il peut être généralisé à toutes sortes de signaux perçus, vision, toucher, odorat, etc., en fonction des caractéristiques qui les décrivent. Il suffit de programmer l'algorithme à évaluer les diverses données qui peuvent lui parvenir par rapport aux outils qui lui sont connectés. Puis il suffit de configurer des paramètres pour classer les résultats. Une fois le système entraîné, le signal présenté à son entrée est interprété par la fonction qui donne en sortie la probabilité d'appartenance à une des classes définies. Avec le perceptron, il était question d'une dizaine de neurones, alors que pour notre cerveau, on parle de 100 milliards de neurones. Les réseaux de neurones sont de loin les modèles connexionnistes les plus répandus aujourd'hui. Beaucoup de recherches utilisant des réseaux de neurones se réclament du connexionnisme. Les réseaux connexionnistes répondent à deux caractéristiques. Chaque état mental peut être représenté comme un vecteur à dimension représentant les valeurs d'activation des unités neuronales. Le réseau peut apprendre en modifiant le poids des connexions entre ces unités. La force des connexions ou poids est généralement représentée comme une matrice à dimension. En revanche, les modèles peuvent différer de par la définition de l'activation. L'activation peut être définie de différentes façons. Par exemple, dans une machine de Boltzmann, l'activation est interprétée comme la probabilité de générer un potentiel d'action. Cette probabilité est déterminée par une fonction logistique dépendant de la somme des entrées d'une unité. L'algorithme d'apprentissage, il définit la façon dont les poids des connexions vont changer au fur et à mesure du temps. Arthur Samuel développe un premier programme de jeu de dames qui se forme par apprentissage, par renforcement et bat en 1962 un amateur américain du bon niveau sur un seul jeu, devenant ainsi la première machine qui bat l'homme de l'histoire. Le jeu de backgammon suit en 1979 avec les mêmes techniques qui font jouer le programme contre lui-même pendant son apprentissage. Il atteint ainsi des niveaux qui sont réputés de ne pas pouvoir être enseignés par des humains, tandis que ces derniers apprennent beaucoup en observant les capacités de ces programmes.
C'est ainsi que l'on prend conscience que les intelligences artificielles pourraient bien servir à renforcer les intelligences humaines. Et c'est le jeu d'échecs, un jeu dont Claude Shannon avait dit dès 1950 qu'il consistait un bon défi pour la pensée mécanisée qui tient en haleine chercheurs et joueurs jusqu'en 1997, quand l'ordinateur Deep Blue d'IBM bat le champion mondial Garry Kasparov. Et enfin le jeu de Go en 2016, grâce à des techniques d'apprentissage profond et un système ayant joué des milliers de parties contre lui-même, tombe à son tour. Dans l'histoire de l'intelligence artificielle, ce qui est nommé hier d'IA est une période... Non, ce qui est nommé hiver d'IA est une période de financement et d'intérêt réduit pour la recherche en intelligence artificielle. Le terme a été inventé par analogie à l'idée d'un hiver nucléaire. Le domaine a connu plusieurs cycles de battage médiatique, suivis de déception et de critiques, suivis de réduction de financement, suivis d'un regain d'intérêt des années ou des décennies plus tard. Le terme est apparu pour la première fois en 1984 comme sujet d'un débat public lors de la réunion annuelle de l'AAI, alors appelée American Association of Artificial Intelligence. C'est une réaction en chaîne qui commence par le pessimisme dans la communauté de l'IA, suivi par le pessimisme dans la presse, suivi d'une sévère réduction du financement, suivi de la fin de la recherche sérieuse. Lors de la réunion, Roger Schank et Marvin Minsky, deux chercheurs de premier plan en IA qui avaient survécu à l'hiver des années 70, ont averti le monde des affaires que l'enthousiasme pour l'IA était devenu incontrôlable dans les années 80 et que la déception suivrait certainement. 3 ans plus tard, l'industrie de l'IA d'1 milliard de dollars a commencé à s'effondrer. Le battage médiatique est courant dans de nombreuses technologies émergentes, telles que la folie ferroviaire ou la bulle Internet. L'hiver de l'IA était le résultat d'un tel battage médiatique en raison de promesses exagérées des développeurs, d'attentes anormalement élevées de la part des utilisateurs finaux et d'une large promotion dans les médias. Malgré la montée et la chute de la réputation de l'IA, elle a continué à développer de nouvelles technologies à succès. Le développement des techniques informatiques, augmentation de la puissance de calcul, aboutit ensuite à plusieurs avancées. Dans les années 80, l'apprentissage automatique se développe, notamment avec la renaissance du connexionnisme. L'ordinateur commence à déduire des règles à suivre, en analysant seulement des données. Parallèlement, des algorithmes apprenants sont créés qui préfigurent les futurs réseaux de neurones, l'apprentissage par renforcement, les machines à vecteurs de support, etc. Ceci permet par exemple en mai 1997 à l'ordinateur Deep Blue de battre Garry Kasparov au jeu d'échecs lors d'un match revanche de 6 parties. L'intelligence artificielle devient un domaine de recherche international marqué par une conférence au Dartmouth College à l'été 1956, à laquelle assistaient ceux qui vont marquer la discipline. Depuis les années 60, la recherche se fait principalement aux États-Unis, notamment à l'université Stanford, sous l'impulsion de John McCarthy, au MIT, sous celle de Marvin Minsky, à l'université Carnegie Mellon, sous celle de Alan Newell et Herbert Simon, et à l'université d'Édimbourg, sous celle de Donald Michie, en Europe et en Chine, ainsi qu'au Japon avec le projet d'ordinateur de 5e génération du gouvernement. En France, l'un des pionniers est Jacques Pitrat. Dans les années 2000, le Web 2.0, le Big Data et de nouvelles puissances et infrastructures de calcul permettent à certains ordinateurs d'explorer des masses de données sans précédent. C'est l'apprentissage profond, Deep Learning, dont l'un des pionniers est le français Yann LeCun. Les bornes de ce domaine varient. Ainsi, optimiser un itinéraire était considéré comme un problème d'intelligence artificielle dans les années 50 et n'est plus considéré aujourd'hui que comme un simple problème d'algorithmie. Vers 2015, le secteur de l'intelligence artificielle cherche à relever 4 défis. La perception visuelle, la compréhension du langage naturel écrit ou parlé, l'analyse automatique du langage et la prise de décision autonome. Produire et organiser des données nombreuses et de qualité, c'est-à-dire corrélées, complètes, qualifiées, sourcées, datées, géoréférencées, historisées, est un autre enjeu. La capacité déductive et de généralisation pertinente d'un ordinateur à partir de peu de données ou d'un faible nombre d'événements est un autre objectif plus lointain. Entre 2010 et 2016, les investissements auraient été décuplés, atteignant une dizaine de milliards de dollars en 2016. Source Forbes, le point sur l'investissement dans le machine learning et l'IA en 2017. Archives sur Forbes France, 11 juillet 2017.
Passons rapidement aux technologies de l'information qui représentent les I des NBIC. Technologie de l'information et de la communication, TIC, transcription de l'anglais Information and Communication Technologies, ICT, est une expression principalement utilisée dans le monde universitaire pour désigner le domaine de la télématique, c'est-à-dire les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer et d'accéder aux sources d'informations, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous différentes formes, texte, musique, son, images, vidéo et interfaces graphiques, interactives, IHM. Les textes juridiques et réglementaires utilisent la locution communication électronique. Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Il s'agit d'un réseau à commutation de paquets sans centre névralgique composé de millions de réseaux grâce aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes. Il en existe plus de 91 000 en 2019. L'information est transmise via Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données qui permet des applications variées comme le courrier électronique, le World Wide Web, la messagerie instantanée, le partage de fichiers en pair à pair, le streaming, le podcasting, la téléconférence. Dans les années 90, l'apparition du web contribue à rendre Internet accessible au grand public. Depuis les années 2010, un nombre croissant de types d'objets divers y sont connectés, formant l'Internet des objets. Le terme d'origine américaine Internet est dérivé du concept d'interneting, en français interconnecté des réseaux, dont la première utilisation documentée remonte à octobre 1972 par Robert E. Kahn dans le cadre de la première International Conference on Computer Communications, ICCC, à Washington. Les origines exactes du terme restent à déterminer. Toutefois, c'est le 1er janvier 1983 que le nom Internet déjà en usage pour désigner l'ensemble d'ARPANET et de plusieurs réseaux informatiques devient officiel. ARPANET ou ARPANET, de l'anglais Advanced Research Project Agency Network, aussi typographié ARPANET, est l'acronyme du premier réseau à transfert de paquets de données conçu aux États-Unis par la Defense Advanced Research Project Agency, DARPA. Le projet fut lancé en 1966, mais ARPANET ne vit le jour qu'en 1969. Sa première démonstration officielle date d'octobre 1972. Le concept de commutation de paquets, packet switching, qui deviendra la base du transfert de données sur Internet, était alors balbutiant dans la communication des réseaux informatiques. Les communications étaient alors jusque-là basées sur la communication par circuits électroniques tels que celles utilisées par le réseau de téléphone, où un circuit propre est activé lors de la communication avec un poste de réseau. En 1974, le TCP/IP, Transmission Control Protocol et Internet Protocol est créé pour uniformiser le réseau. Il est toujours utilisé de nos jours. En 1980, ARPANET se divise en deux réseaux distincts, l'un militaire, MILNET, de Military Network, qui deviendra le DDN, Defense Data Network, et l'autre universitaire, NSFNet, que les militaires abandonnent au monde civil. La réflexion des constructeurs s'oriente vers une informatique décentralisée. Le 1er janvier 1983, ARPANET adopte le TCP/IP, qui sera la base d'Internet. En 1984, DDN et NSFNet comptent déjà près de 4 millions de nœuds interconnectés et plus de 1000 ordinateurs à travers le monde y sont reliés. Source: ARPANET, le monde en réseau, de Tristan Gaston Breton. Article pour la série Saga, ces grands projets qui ont changé nos vies. Les Échos, vendredi 3 et samedi 4 août 2012. Dans les années 80, l'ARPA et le CERN finissent par interconnecter leur réseau en acceptant les deux types de communication, FTP et HTTP, ce qui facilite la communication entre scientifiques, voire guerre des normes, Internet aussi. Source: Internet History of 1980s. Archive computerhistory.org. Computerhistory.org.
Le début des années 90 marque la naissance de l'application la plus connue d'Internet aujourd'hui, le web. Un ensemble de pages en HTML mélangeant du texte, des liens, des images adressables via une URL ou adresse web et accessible via le protocole HTTP. Ces standards développés au CERN par Tim Berners-Lee et Robert Cailliot deviennent rapidement populaires grâce au développement au NCSA par Mark Andreessen et Eric Bina du premier navigateur multimédia Mosaic. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.